Hello Vivian, je suis très content de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Alors dis-nous tout, c'est quoi White Solution? Alors, What Solution, c'est historiquement une agence Web 2 qui a été créée en 2014. On est 40 collaborateurs, 5 bureaux dans le monde. Et alors moi, j'ai un profil très... donc, je suis fondateur de l'agence, enfin, un des cofondateurs. Et historiquement, j'ai un profil très Web 2. Donc, je viens du search, de Google et du social media marketing. Et on a pris le tournant, le pivot et donc la décision de créer un studio Web 3 uniquement sur la partie social media marketing il y a Ok, un an de ça. trop bien. Donc voilà, suite au gros buzz de Mark Zuckerberg, de renommée Meta, c'est vrai qu'il y a eu une agitation générale C'est clair. des marques. Et c'est venu d'ailleurs d'un de nos clients historiques qu'on accompagne depuis un petit moment, qui est Jagermaster sur toute l'Asie, qui nous a consulté sur la réflexion stratégique et l'opportunité de créer un drop NFT. Trop bien. En plus, la marque, au niveau des cibles très Gen Z et tout le visuel qui est autour de Jagermaster, avec donc le cerf et puis tout ce qui est, toute l'ambiance un petit peu berlinoise qui a, Ouais, ça peu underground, collait bien, voilà, exactement, underground, ça collait bien. Et voilà, et c'est venu de là au tout départ, et puis suite à ça, avec un petit peu de communication en interne sur le fait qu'on était monté en compétence sur ces sujets-là, qu'on s'était entouré de bonnes personnes, d'équipes de modération très solides. On a très vite été sur de l'opérationnel, donc on est des stratèges, on fait des strats, on fait des audits, mais surtout on opère. Donc on va typiquement mettre en place toute la stratégie Discord, le setup, Ok, vous mettez vraiment les mains dedans. Ouais, clairement. Ouais, ouais. Ah bah nous c'est du daily, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ok, Quoi. strat, opération, la totale quoi. Strat, Full package. opération, full package, dashboarding, modération, calendrier éditorial du Telegram, du Twitter, du LinkedIn s'il faut. Voilà, donc on a recyclé entre guillemets nos expertises Web 2 sur les codes Web 3, Ok, avec donc un positionnement un positionnement, on appelle ça le NFT marketing / metaverse marketing, même si on est surtout sur des drops NFT pour le moment, vu que les expériences métaverses sont encore assez limitées, on est surtout sur des phases de réflexion et de communication. c'est clair. Donc voilà comment on en est arrivé là. Ça fait un an qu'on fait ça maintenant, presque, et on a une belle croissance et on s'éclate. Alors, Ok. je ne dis pas qu'on s'ennuyait avant, loin de là. Puis de toute façon, c'est sûr que le Web 2 est loin d'être mort, et je pense même que dans 10 ans, dans 20 ans, on parlera encore de Google Ads, de Display Ads et de remarketing. Donc c'est juste, on sent que les marques, elles considèrent ça comme une nouvelle brique de leur stratégie omnichannel. Le Web 3. Le Web 3, Ok. vraiment sur la partie marketing, moi je parle vraiment ouais, bien sûr. que sur la partie marketing. C'est un nouvel outil pour faire du buzz, pour créer de l'awareness, de la conversion quand on vend des NFT, le but c'est de vendre quand même le NFT, donc il y a une logique de conversion. Mais voilà, donc comme un nouvel outil qu'ils ont exploré. Il y en a qui se sont plantés, il y en a qui ont très bien réussi. Quand même souvent ceux qui, dans les industries, je trouve, différentes industries, tu vois, F&B, automobile, les fashion, les luxe, horlogerie, les premiers players qui y sont allés, ils ont fait tellement de bruit, même si c'était pas un succès en soi, soit financier, soit même s'il n'y a pas forcément le succès de l'opération derrière, le fait déjà d'avoir été les premiers, je trouve, et d'avoir été pionniers, je trouve qu'en termes de retour PR, ça a déjà été une sacrée réussite pour pas mal de marques. Ok, très bien. Tu me disais en off tout à l'heure que tu avais accompagné une startup qui a levé de l'argent récemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors je ne peux pas me prononcer, je pense, sur tous les sujets de levée de fonds parce que je ne suis pas dans les rouages, nous on est leur prestataire de service. Mais c'est vrai que ça fait bien 5 mois maintenant, 6 mois, qu'on accompagne Immortal Games. C'est un projet, ceux qui Tu peux rappeler un peu ce que c'est aussi. Ouais, voilà, justement, j'invite tout le monde à aller voir ce projet qui est absolument génialissime. En fait, ils ont fait le pari de tokeniser un jeu millénaire qui est le jeu des chess, des échecs, et avec une appétence. Enfin, moi j'ai été
halluciné du niveau d'engagement de la communauté de joueurs d'échecs en ligne qui existait déjà, qui sont déjà sur d'autres plateformes, qui jouent aux échecs en ligne. Bon, ceux qui jouent en échecs en physique, qui le plus souvent jouent déjà en ligne. Et le produit est génial. Enfin, allez voir les NFT, ils sont absolument splendides. Les designs et toute l'équipe est vraiment brillante. Et donc là, on est encore sur le bêta, mais là, on peut aller sur la plateforme, on peut déjà créer des expériences, donc on peut déjà jouer, donc vraiment un très très joli projet qui nous a aussi vraiment nous en tant qu'agence projeté dans le bain du Web3 de façon très très concrète. Et qu'est-ce que vous avez fait du coup pour Immortal Games? Eh ben, Immortal Games, on travaille toujours pour eux et en fait on leur fait toute la gestion de la communauté, du Discord et le calendrier éditorial des Twitter, de la page Instagram et toute la partie strat, acquisition et gestion de la communauté. Et tu me disais qu'il y avait vraiment une grosse traction d'un point de vue de la communauté? Alors, ce que j'ai trouvé formidable, c'est de voir déjà sur l'alpha, alors qu'il n'y avait même pas de produit, l'appétence qu'il y a eu, le buzz que ça a fait, et puis cette rencontre de deux typologies de communautés. Les joueurs d'échecs, donc ils peuvent venir, ça peut être un boomer de 40 ans comme moi par exemple, je suis plus trop dans les boomers, mais quelqu'un qui n'était pas forcément dans le Web 3, 2005, voilà, mais qui va rencontrer un investisseur NFT très opportuniste qui est là pour absolument récupérer le NFT le plus et cette rencontre sur le Discord, c'est vraiment intéressant et puis de voir aussi comment l'énergie et le temps que ça prend de gérer ces communautés là, dans le sens où ils sont vraiment avides et c'est normal de comprendre tous les rouages du projet, et il faut vraiment être scrupuleux dans les réponses et vraiment être attentionné dans la façon dont on va présenter les choses. C'est assez fascinant. Je trouve que le métier de community manager n'a jamais autant pris son sens que sur le Web3. Ouais, je suis totalement d'accord. En fait, on a l'impression que c'est maintenant vraiment qu'on peut parler de community management. Ouais, je suis totalement d'accord, parce que avant le community manager n'avait pas vraiment de communauté, c'était plus une sorte de relais de relais de contenu, alors que maintenant il y a vraiment cette logique d'animation. Je suis d'accord, et avant, on va dire sur des plateformes web 2 classiques, on est soit sur du service après-vente, entre guillemets, service après-vente forcément d'un produit ou d'un service, on explique, soit des fois un petit peu dans la gestion de crise. Je ne dis pas qu'il y a de la gestion de crise dans le Web3, il y en a, quand il y a un bug sur la plateforme, c'est le feu et il faut que tous les modos soient dessus, mais c'était plus flat, plus vertical. Là, on a vraiment des fois l'impression que la communauté, elle est avec les fondateurs du projet. Sur certains Discord, et on a l'impression même qu'ils participent à la création du produit. En quelque sorte, ils participent à la création du produit tellement leurs feedbacks sont précieux et tellement la marque va pouvoir se nourrir des feedbacks de la communauté et récupérer beaucoup plus de retours auprès de la communauté. Ouais, je suis totalement d'accord, et ça rentre totalement en phase avec un peu les nouveaux modèles de création d'entreprise. Maintenant, les gens se mettent plus dans un bureau pendant 3 ans pour construire leur truc et sortir. Il y a vraiment cette logique un peu de test and learn, et la communauté est vraiment un super moyen pour avancer, déjà voir qu'il y a un besoin, et puis ensuite après itérer pour trouver le bon produit. Oui, tout à fait. Et même dans la démarche des on va dire des users Web3, je trouve qu'ils vont être beaucoup plus, comment dirais-je, pas tolérants, c'est pas le bon terme, mais conciliants sur le fait que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou qui fonctionne mal sur le produit, ils vont faire un retour un petit peu plus intelligent et construit que sur Twitter pour dire telle marque, le vendeur c'est un gros blaireau, etc., où tout de suite c'est du clash et c'est du trash, quoi. Alors que là, je trouve qu'on est vraiment plus dans la discussion et l'échange, même si évidemment il y en a toujours qui essayent de mettre un peu le feu, mais c'est vraiment intéressant. Et toi, comment tu construis, avec tes équipes, comment vous construisez une bonne stratégie marketing Web3? Ça va déjà dépendre de l'objectif. Qu'est-ce que la marque veut atteindre? Donc déjà, là en plus, c'est vrai qu'on est toujours dans des phases très de réflexion éducationnelle, d'évangélisation. Donc déjà, on va discuter avec la marque de
pourquoi est-ce qu'elle veut le lancer dans le Web3? Est-ce que c'est juste pour créer de la hype? Est-ce que c'est opportuniste pour vendre des NFT et faire du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est du NFT for good, comme on voit beaucoup de projets sortir aussi? Donc, en fonction de l'objectif, on ne va pas appliquer les mêmes stratégies. Et aussi, on ne va pas du tout avoir la même stratégie sur une marque qui a déjà des communautés existantes, historiques sur d'autres réseaux sociaux, parce que c'est une marque connue, où là, le but, ça va aussi d'aller chercher ces communautés-là, de les sortir des canaux classiques et puis de les envoyer vers le Discord, ou en tout cas vers la landing page et vers le projet en question. Deux projets où on part from scratch et il y a tout à faire et il faut qu'on aille chercher des influenceurs, il faut qu'on aille mettre en place des partenariats, faire du PR, enfin en mode start-up comme on pouvait faire sur du Web 2. On va pas du tout être sur les mêmes approches. Ok, donc comment tu fais? Imagine, on va avoir, pour prendre des exemples connus, bon, les artefacts Nike, etc. Imaginons qu'on ait une marque grand public qui vienne te voir, qui a déjà une communauté. Comment tu prends le truc? Son objectif, c'est de faire de la croissance et d'avoir une stratégie long terme. D'avoir une stratégie long terme, donc par exemple, ils veulent construire une expérience métaverse. On peut dire, sur 2-3 ans, enfin quelque chose de solide, pas juste un drop opportuniste comme ça sur 2 mois. Déjà, il va falloir... alors oui, il y a une autre particularité quand même, je trouve, du Web 3, qu'on avait déjà un petit peu dans le Web 2, c'est ce côté très international des audiences. C'est vrai que tu peux avoir, même sur un sujet où une marque au départ tu pensais très franco-française, en fait tu vas te retrouver avec des Russes, des Japonais, des Philippins, des Indonésiens que tu n'avais pas du tout vu venir, et qui ont trouvé le projet et qui sont intéressés, auxquels il faut répondre. Donc ce côté très global, tu l'as encore plus qu'avant, je trouve. Même si, évidemment, avant, les sites en multilangue, etc. Mais je trouve que le Web3, tu as ce côté très international qu'il faut prendre en compte quand même assez rapidement. Tu vois, il y a des marques qui viennent te voir. Enfin, là, nous, ils viennent nous voir. Ils nous disent, voilà, j'ai mon produit, j'aimerais lancer un drop pour ce marché spécifique. Et là, on leur dit tout de suite, mais le Web3 n'a pas de frontières et ça va être compliqué de faire un drop en allemand, quoi. Ça se fait, ça se peut, mais c'est plus compliqué, quoi. Et donc, pour répondre à ta question qui était... toi, comment tu prendrais le truc s'il y avait une marque grand public qui venait te voir, qui voulait avoir une stratégie long terme et qui a déjà une communauté? Voir comment est-ce qu'on va pouvoir, dans les communautés existantes, récupérer notamment les hard fans de la communauté et les plus jeunes qui vont réussir à aller sur les projets Web3. Comment est-ce qu'on va pouvoir découper ces audiences-là, parce qu'il n'y a évidemment pas tout le monde qui va prendre le projet et se l'accaparer dans leur communauté. Puis comment est-ce qu'on va faire connaître auprès des nouvelles communautés, et notamment les Gen Z. Donc là, on va sûrement mettre en place une stratégie d'influenceurs. Ok, d'accord. Donc stratégie d'influenceur, donc tu ramènes du trafic vers, j'imagine, un Discord? Ouais, de toute façon c'est là que tout se passe, principalement Discord et ou landing page, où d'abord il passe vers la landing page, qui ensuite renvoie vers le Discord. Ok. Et après, une fois sur le Discord, toi, comment tu vois un peu la stratégie pour... Parce qu'il y a beaucoup, on voit toutes les marques lancer leur Discord, mais comment en fait tu réussis à garder les gens sur le Discord? Comment tu réussis à injecter de la valeur dans la communauté pour que les gens ils sentent vraiment en faire partie et ils y passent du temps et ils y restent dans le temps? C'est vrai qu'il y a un calendrier à mettre en place sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, avec quand même des grands moments. Donc des drops, on va faire des whitelistings, des airdrops. Donc tu as tout un certain nombre de mécanismes. Et nous, on va sur la première phase de l'audit, effectivement, et au moment où on va construire la strat, on va leur construire ces différentes étapes. On va les aider aussi à réfléchir à quel type de mécanisme on va mettre en place. Est-ce qu'on pense que les rewards qu'il va y avoir, qui peuvent être soit des rewards irréels ou aussi évidemment des rewards type NFT, est-ce que ça va vraiment avoir du sens? Est-ce que ça va être bien accueilli? Et on essaie de réfléchir à tout ça par rapport à nos premiers retours d'expérience et le benchmarking qu'on peut mettre en place. Ok. Donc ça, du coup, c'est pour des marques établies. Imaginons maintenant un autre cas où une petite marque qui n'a pas encore d'audience. Comment en fait tu arrives à créer une communauté à partir de zéro, entre guillemets? Je pense que déjà, quand tu commences de zéro, la grosse difficulté, c'est évidemment la crédibilité, mais surtout expliquer ton projet. Donc là, ça passe forcément, et je vois encore beaucoup de projets avec des landing pages qui ne sont pas clairs ou des white papers qui font 3 pages.
où je dis pas que ça fait scammy, mais les projets qui ont réussi, j'ai l'impression que c'est ceux qui ont, sur l'avant-phase, avant le lancement, ont déjà fait, au-delà évidemment de tous les efforts de design, il faut évidemment que tout ça soit esthétique, etc., qui ont mis en place toute une stratégie de contenu explicatif du projet pour casser tous les objectifs, toutes les objections en amont qu'il pourrait avoir. Donc déjà, rédiger, créer du contenu, que ce soit du vidéo, du live, des e-books, des white papers, du blogging, sur l'explication du projet, quels sont les acteurs derrière, qui est-ce qu'il y a, créer toute cette crédibilité, ça passe par là et ça sera beaucoup plus facile derrière que de créer une communauté qui engage. Au moins, on aura un meilleur taux de transformation quand on va les amener sur les outils de conversion, enfin Discord et la landing page. Donc ça, il y a beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Et ensuite, je suis quand même... Encore une fois, c'est retour de l'organique, quoi. C'est-à-dire que il va y avoir des influenceurs activés, c'est certain, ça aide beaucoup. Alors après, il y a influenceurs et influenceurs, tu as les gros ambassadeurs qui vont être chers, mais qui peuvent te ramener quand même du trafic qualifié assez rapidement, ou sinon une multitude de petites activations sur Twitter ou sur YouTube qui vont aussi t'amener du trafic qualifié en fonction de ton budget, de ce que la marque peut créer et peut offrir. En fonction de l'industrie et de la niche, de la presse online traditionnelle ou des influenceurs on va dire traditionnels qui peuvent parler du projet. Et après, tu as des techniques de growth qui fonctionnent très bien. Nous, on voit, je suis très surpris, j'ai l'impression des fois d'être en 2010 quand je vois les stratégies de shout-out to shout-out, donc quand deux projets vont s'auto-référencer entre eux sur le Discord ou sur le Twitter. Des collabs, des collabs mutuels, ou même des fois un peu tripartites. Mais j'ai l'impression d'être à l'époque des échanges de liens quand on faisait de la construction de link building en SEO. Quoi. Et ça marchait. Et à l'époque, et là, ça marche. Ça remarche. Clairement, il y a des résultats incroyables. Tu peux sur des shout-out to shout-out, donc c'est quand même gratuit pour la marque, entre guillemets, à condition de bien trouver un équilibre. Ça ne va pas être une grosse page qui te parle d'une petite page, mais tu as vraiment des résultats assez affolants en quelques semaines, en quelques mois. Quoi. Ok, d'accord, très intéressant. Et est-ce que les activations Web3 sont faites pour toutes les marques ? Toutes les marques, non. Je pense qu'il faut quand même bien prendre conscience que on est sur des audiences, une typologie d'audience quand même assez particulière. Donc typiquement une marque qui vend de la cosmétique ou son buyer persona, ça va être une femme de 40-50. Le Web3 ne me paraît pas essentiel tout de suite, ou alors vraiment de se dire je crée de l'awareness sur des jeunes qui ont maintenant 20 ans et qui peut-être dans 20 ans utiliseront ces produits-là. Donc il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on est sur une audience très jeune, très tech-oriented. Il y a toute la culture quand même du gaming dans le Web3. Alors souvent j'entends dire que le Web3 c'est très masculin, on est sur une audience très masculine, mais en fait il ne faut quand même pas perdre de vue que la répartition des gamers worldwide, je crois qu'elle est de 55-45, enfin 55 hommes, 45 femmes. C'est pas si... t'as quasiment autant de femmes qui passent du temps sur des jeux vidéo que les hommes, et donc demain on imagine que sur ces expériences métaverses, ça sera autant féminin que masculin. Donc je pense que et d'ailleurs les marques fashion l'ont très bien vu, et même les marques cosmétiques qui sont en train de réfléchir à des opérations dessus. Donc penser que c'est uniquement le geek derrière son ordinateur qui va être touché, ou le crypto millionnaire ou le crypto owner de 15 ans, c'est pas le cas. Et les marques qui ont déjà lancé des expériences dessus et qui ont déjà fait ces efforts-là, ont pris une avance considérable, je pense, sur les autres dans leurs industries, dans le sens où on va être comme sur le Web 2, un premier arrivé, premier servi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est certain. Après, on n'y voit pas encore très clair, forcément, sur quel métaverse va prendre le dessus sur l'autre. On ne sait pas encore à quoi vont ressembler les métaverses de demain, Horizon World, les métaverses développés par les gros players. Est-ce qu'ils vont être utilisés ? Mais en tout cas, toutes les marques qui ont réfléchi tôt à appréhender ces codes, à créer des communautés, même si peut-être que c'est des communautés qui vont, entre guillemets, ralentir leur activation, mais je pense que tous ceux qui ont investi tôt dedans, même s'il y a eu des ratés, même s'il y en a qui se sont plantés, au moins ils ont appris et ils ont pris une avance énorme sur les autres, comme à l'époque du Web 2, ceux qui ont fait leur transfo e-commerce tôt, ceux qui ont fait leur positionnement de référencement tôt, derrière ils étaient intouchables et c'était plus possible d'aller les chercher. Je me souviens de La Redoute, qui était un peu un des pionniers de la vente en ligne de vêtements.
enfin de la vente à distance, Ouais. arrive Internet et ils ont pris le virage super tard et ils ont perdu énormément de parts de marché, quoi. Même s'ils ont rattrapé un peu, mais oui, la Redoute, Ils ont bien rattrapé. C'est vrai qu'ils ont bien rattrapé. Mais c'est vrai que la Redoute, c'est marrant, en référencement, c'est un exemple qui revient tout le temps En plus, ils avaient un business model complètement fait pour le e-com et ils ont clairement pris mais il y en a plein, il y a même le nombre de marques qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas pris le tournant du Web 3, même des grosses, du Web 2, pardon, enfin de la digitalisation. Dans les années 2000, il y en a eu énormément. Mais pareil, enfin, je veux dire, typiquement, quand je vois les marques qui investissent dans les métaverses, qui achètent des parcelles, moi, ça me fait penser à l'époque où tout le monde achetait les noms de domaines. Les sites internet. Ouais, les sites internet, mais vraiment de domaine. Tu vois, à l'époque où quand tu achetais par exemple assurance.com, tu allais être le premier comparateur. Mais surtout, ça te faisait monter sur l'assurance. C'est vrai. Le SEO à l'époque était différent. Voilà, et en fait, là, on en est là. Tout le monde plante son petit drapeau. Et ceux qui investissent tôt, qui achètent ces parcelles-là, et qui commencent à construire des expériences, tu vois, Carrefour qui fait son premier supermarché dans la métaverse. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Je pense qu'ils prennent vraiment des belles avances. Ils commencent à comprendre, ils font peut-être des erreurs aussi, parce que tu ne l'es pas construit, mais au moins ils mettent la stratégie en place. Ils montent en compétences en interne, ils se forment des équipes en interne qui sont spécialisées sur ces sujets-là, ils appréhendent bien les technologies, tous les risques qu'il peut y avoir aussi derrière, les risques de bad buzz, les risques de sécurité, enfin ils se forment. Et je pense que les marques qui n'ont pas encore trop réfléchi au sujet devrait y aller quand même assez rapidement. Ouais, et moi je me rends compte en tout cas des gens avec qui je discute qu'il y a quand même beaucoup plus de marques que ce qu'on pense qui sont en train de tâter le terrain et qui le font un peu en mode sous-marin. Clairement. Avec des agences. Ah oui. Mais après, toutes ne s'y sont pas encore mis. Il y en a qui sont en wait and see mais qui se forment, qui font de l'éducationnel en interne, c'est enclenché, quoi. Voilà, puis nous sur certaines marques, on va juste faire un workshop, c'est un premier pas. Premier pas, expliquer qu'est-ce qui est faisable, oui, non, quels sont les risques, pourquoi on irait, que font les concurrents, est-ce que ça a fonctionné ce qu'ils ont fait, quel a été le ROI, voilà. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a énormément de choses qui se font sous-marins, qui sont même top secrètes entre guillemets et qui vont bientôt sortir et oui, je pense pas qu'il y ait encore beaucoup de grosses marques qui soient complètement passées à côté du sujet, c'est certain. C'est clair. C'est quoi pour toi le futur du marketing Web3 ? Comment ça va évoluer tout ça ? C'est dur à dire. Je pense que le côté communauté va rester parce que de toute façon, ça fait partie de l'ADN du Web3. Je vois pas comment ça peut évoluer. Après, moi j'ai hâte de voir, oui et non parce que c'est un petit peu anti-Web3, mais dans le sens où j'ai quand même hâte de voir à quoi vont ressembler les grosses métaverses des gros players, ceux qui ont investi des milliards, Microsoft et Meta. On peut déjà voir à quoi ça ressemble, mais si demain il y aura réellement d'attraction, l'usage, et quels sont les services et comment est-ce que les marques vont pouvoir. Alors, encore une fois, c'est anti-Web3, oui, c'est centralisé, etc. On n'a pas envie de voir Zuckerberg dominer le Web3, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je serais quand même curieux de voir comment est-ce que les agences marketing, ou en tout cas les marketeurs, vont accompagner les marques sur ces grosses métaverses demain et quel type d'advertising on va pouvoir faire, même si on peut déjà un petit peu imaginer, on parle d'in-game advertising, il y a déjà plein de schémas mais je pense que le digital marketing dans 5 ans sur ces sujets-là aura pas grand-chose à voir avec ce qu'on voit maintenant, comme on voit la vitesse à laquelle ça va. Et puis même la finalité des drops NFT, là on voit en 12 mois les typologies de mécanismes qui ont été créés, c'est monstrueux. C'est monstrueux et on a l'impression que c'est infini. Il y a tout le temps des nouvelles idées, il y a tout le temps des nouveaux types de drops et des nouvelles utilities. Donc hâte de voir ce qui va sortir du lot, ce qui va rester dans les usages. Là on est encore dans la phase western. Western, c'est clair, vraiment en mode laboratoire à ciel ouvert. Et je trouve en ce moment, ce qui est drôle, c'est qu'on a à la fois le meilleur et le pire. Et surtout le pire. Mais du coup, le pire nous permet de regarder un peu derrière et de dire alors ça, faut pas faire. Tu vois. Il y a beaucoup de projets, effectivement. Tu dis pourquoi ils ont fait ça, pourquoi on en est là. Il y a beaucoup qui a été investi et à la fin, il se passe pas grand-chose. Mais je pense qu'ils ont quand même raison. Ces marques-là, elles ont quand même raison de se lancer. C'est clair. Est-ce que, donc du coup là, toi demain, pour paraphraser un peu ce que tu dis, donc en fait pour toi le marketing digital deviendra du metaverse marketing.
Metaverse marketing, NFT marketing, bon, c'est un petit peu des buzzwords, mais c'est toujours un petit peu la même logique. C'est comment est-ce que autour d'un projet qui a un objectif défini, soit de la conversion, soit de l'awareness, comment est-ce qu'on construit la communauté qui va avec, comment est-ce qu'on l'engage, comment est-ce qu'on fait qu'elle engage, et comment est-ce qu'on crée de la rétention et in fine de la conversion. Mais au final, c'est quand même énormément de code Web 2 qu'on recycle sur du Web 3, comme le digital marketing, quand même pas perdre de vue, on en revient à la redoute, mais c'était avant sur papier, il y a énormément de codes, on va dire, offline qui ont été transportés dans le web. Donc les logiques restent les mêmes, c'est juste après sur les mécanismes, les codes et puis les outils. Il y a des outils, on ne sait pas à quoi vont ressembler les plateformes de demain qui vont prendre le plus de parts de marché et où est-ce que les users iront, quoi. Et puis une des curiosités, ça va être de voir à quel moment est-ce que les plateformes vont davantage monétiser aussi. Parce que bon, pour l'instant, il y a beaucoup de choses gratuites, entre guillemets, ou pas très chères. Un peu sur le même modèle au début, Facebook, Instagram, l'organique avait sa place, mais demain, ils vont serrer la vis et gagner de l'argent. Oui, au bout d'un moment, ça va être de plus en plus cher, je pense. Et donc là aussi, c'est vrai que c'est un bon moment pour avoir des retours sur les investissements d'ADS qui sont incroyables en termes de reach, en termes de volume de conversation. Actuellement, c'est clairement la fête. D'un point de vue Web3. D'un point de vue Web3, oui, sur les sujets Web3. Parce que là, sur le sujet Web2, t'es quand même très cher de faire la publicité maintenant. Les prix ont énormément augmenté les 2 dernières années. Ah non, mais là, non, mais tout, je le vois partout. Tu as même des business models entiers qui s'effondrent à cause de ça, quoi, parce que les social ads, c'est devenu extrêmement cher. Donc, c'est pour ça que les marques y vont aussi. Puis parce qu'il y a des audiences aussi qui sont intéressantes à toucher maintenant. Ok. Eh ben, écoute Vivian, merci beaucoup. On a appris plein de choses. On a fait un super tour d'horizon du marketing dans le Web3. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, White Solution, on a des bureaux à Paris et à Genève. Moi, personnellement, je suis basé à Genève, très souvent à Paris, mais grand plaisir pour accueillir quiconque à Genève. N'hésitez pas à me contacter via le LinkedIn pour échanger autour d'un café sur ces sujets marketing Web3 et crypto en général. Voilà, avec grand plaisir. Très bien, merci à toi. Écoute, je mettrai ton lien LinkedIn en commentaire. Merci Vivian. Merci à toi, c'était hyper sympa. Pareillement.